Handicap. L'histoire commence lorsque le Seigneur Démon convoque ses 4 glorieux généraux d'élite de son armée. Le premier à être appelé est le vieux Mandra, l'assaillant infernal. Le second est Gnome, le bastion. La troisième est Sylphide, l'archimage des tempêtes. Et le quatrième est quelqu'un que le Seigneur Démon déclare vouloir intégrer à la force et à la conviction de son armée. C'est son nouveau général d'élite choisi qui l'aidera à conquérir le monde. C'est une âme invoquée d'un autre monde qui aura un puissant contrôle à l'étranger. Le Seigneur Démon termine d'invoquer son général d'élite et annonce l'arrivée de Donosuke, le manager d'outre-mer. Un rapide flashback montre que Donosuke se considérait comme un simple employé de bureau insignifiant. Il était rempli d'espoir quand il a commencé son premier emploi, mais tout cela est vite parti à la poubelle. Donosuke a commencé à voir ses collègues être tous promus, tandis que tout son travail restait ignoré. Un jour, cela a empiré quand il a reçu l'ordre d'être transféré à l'étranger. Tous ses collègues le plaignaient car il était envoyé dans ce qui était considéré comme un cimetière pour les perdants. Donosuke a essayé de rester positif, mais il a vite découvert que la centrale électrique où il était envoyé était un désastre et que les supérieurs s'en moquaient. Il y avait une pénurie d'équipement et de personnel, mais son patron lui a dit qu'il ne pouvait pas gaspiller plus d'argent. Donosuke a perdu plusieurs de ses travailleurs, mais il a toujours cru qu'il pouvait faire fonctionner les choses, alors il a continué à travailler dur. Les défis rongeaient sa vie, mais finalement, les choses se sont améliorées et les travailleurs sont revenus. Tout son dur labeur portait enfin ses fruits alors que le succès de la centrale électrique commençait à monter en flèche. Mais Donosuke fut horrifié d'apprendre qu'il était de nouveau transféré dans un autre pays. Il se demandait à quoi bon tout cela, mais c'est à ce moment-là que sa vie fut écourtée par Scooter-kun. De retour au présent, Donosuke panique après avoir réalisé qu'il est maintenant dans un autre monde. Il est choqué d'apprendre que quelqu'un connaît son nom et le Seigneur Démon révèle que Donosuke est maintenant l'un des généraux d'élite de son armée. Il est le grand manager d'outre-mer. Le Seigneur Démon possède tout l'historique de travail de Donosuke et il en a été très impressionné. Il a vu comment Donosuke a réussi à reconstruire la centrale électrique défaillante et a décidé qu'il serait digne de l'armée du Seigneur Démon. Bien sûr, Donosuke est confus et terrifié car rejoindre l'armée du Seigneur Démon n'est pas une voie professionnelle qu'il ait jamais envisagée. Au lieu de gravir les échelons de l'entreprise, c'est plutôt comme en tomber complètement. Le Seigneur Démon sent son hésitation, alors il révèle tous les grands avantages qui accompagnent le fait d'être l'un de ses 4 généraux d'élite. Donosuke recevra la compensation et l'autorité équivalente à celle des directeurs de département de son ancien monde. Il pourra choisir ses subordonnés et il aura même son propre bureau. Les avantages sont bien sûr incroyables et Donosuke n'a vraiment aucune raison de se plaindre. Le Seigneur Démon propose même de le renvoyer dans son ancien monde s'il refuse. Donosuke est maintenant impressionné par le Seigneur Démon, car il respecte même les droits des travailleurs. Donosuke devient déprimé en pensant à la façon dont il était maltraité dans son ancien emploi et dit qu'il n'était pas du tout apprécié par son patron. Il ne pouvait jamais répondre à leurs attentes et ceux qui ne pouvaient pas contribuer à l'organisation étaient considérés comme des déchets. À cause de cela, Donosuke en est venu à se considérer comme un déchet, alors il dit au Seigneur Démon qu'il n'est pas digne de l'armée du Seigneur Démon. Donosuke continue de se dévaloriser, mais le Seigneur Démon ne veut rien en savoir. Il traite les anciens patrons de Donosuke de fous et dit que les fous ne valorisent que ce qu'ils voient. Il ne prête aucune attention au travail effectué en coulisses. Le Seigneur Démon, en revanche, a vu le travail de Donosuke et il pense qu'il peut révéler tout le potentiel de l'employé. Il dit que ce n'est pas à Donosuke de déterminer s'il est inutile ou non, ni à ses anciens patrons. Le Seigneur Démon dit que c'est lui qui prendra cette décision car c'est lui qui a besoin de Donosuke. Il explique ensuite que l'employé a 2 options, avoir sa vie ruinée en travaillant pour des imbéciles ou servir le Seigneur Démon et viser les sommets. Donosuke ne sait pas quoi dire, mais il est interrompu par Almandra. Elle a une objection car elle ne voit pas comment un faible humain pourra servir comme l'un des 4 généraux d'élite. Les autres s'y opposent aussi et Donosuke est d'accord avec eux. Le Seigneur Démon montre son grand leadership en prenant leurs options en considération et Donosuke est choqué quand le Seigneur Démon décide de le tester. Donosuke essaie désespérément d'expliquer qu'il n'a aucun pouvoir mais les autres sont enthousiasmés par l'idée. Omandra a entendu dire que les humains d'autres mondes ont des pouvoirs spéciaux et elle veut le voir. Elle teste Donosuke avec son coup le plus mortel et il réalise que sa mort est inévitable. Heureusement pour lui, le Seigneur Démon arrête une fille du feu déchaînée. Elle veut savoir avec colère pourquoi elle a été arrêtée. Alors le Seigneur Démon révèle que Donosuke s'est juste évanoui sous le choc. Il est assez clair qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Et le Seigneur Démon explique que Donosuke n'a aucun pouvoir, bien sûr. Cela fait encore plus s'opposer les autres, puisqu'un humain incompétent ne sera jamais accepté par une armée pleine de monstres puissants.
Il y a une lutte de pouvoir entre les démons et les demi-humains de l'armée, et Donosuke se ferait dévorer tout cru. Gnome blâme les démons pour la lutte de pouvoir, mais Olmandra blâme les demi-humains. Il y a une lutte claire parmi les rangs, mais c'est exactement pourquoi le Seigneur Démon veut que Donosuke les rejoigne. Il ne veut pas Donosuke pour son pouvoir, il le veut pour son ingéniosité. À l'instant, Donosuke reprend conscience tout en pensant à la façon dont le coup de pied d'Elmandra le réduira en miettes. Le Seigneur Démon dit que Donosuke n'a pas à s'inquiéter. Il ne veut pas Donosuke pour ses capacités physiques et il donnera à l'employé un examen approprié. C'est toujours assez terrifiant car Donosuke réalise que c'est un examen d'entrée d'un autre monde. Le Seigneur Démon entre dans les détails et explique que son armée essaie de faire des pactes avec plusieurs tribus entourant leur terre. Malheureusement, les négociations avec une tribu en particulier ne se passent pas très bien. C'est pourquoi l'examen de Donosuke consistera à conclure avec succès un pacte avec la tribu des Minotaures. Avec les grandes compétences de négociation de Donosuke, il doit gagner la confiance des Minotaures et les accueillir dans l'armée démoniaque. Donosuke est choqué par le changement soudain dans sa vie et le Seigneur Démon lui dit de demander à Omandra s'il a des questions. Malheureusement, Omandra ne l'aime pas beaucoup et elle est sûre que Donosuke ne réussira pas l'examen. Bien sûr, notre garçon manque de confiance en lui et se considère simplement comme un employé inutile qui ne peut pas utiliser la magie et n'a aucune capacité spéciale. Cependant, il n'a jamais travaillé pour quelqu'un qui avait réellement besoin de lui, alors Donosuke veut vraiment être à la hauteur à l'auteur des attentes du Seigneur Démon. Juste à ce moment-là, ils arrivent à la pièce où séjourne le chef Minotaure. Donosuke est terrifié par ce que signifie l'énorme porte et Omandra avertit que les Minotaures sont féroces. Elle dit à notre garçon qu'il doit être prudent ou il sera piétiné à mort et transformé en tapis humain. Donosuke se dit de faire de son mieux, mais tout s'écroule quand il voit à quel point le Minotaure est terrifiant. C'est vraiment l'incarnation de la violence et Donosuke s'imagine se faire écraser. Olmandra décide d'aider le pauvre employé et lui montre comment se déroulent les négociations. Elle demande au grand et puissant seigneur Terius d'écouter ce qu'elle a à dire et Donosuke est soulagé qu'elle puisse agir comme médiatrice. Cependant, son optimisme plein d'espoir s'envole aussitôt quand Omandra commence juste à crier sur Terius. Il est assez clair qu'elle est une terrible négociatrice et Terius retourne simplement dans sa chambre. Olmandra révèle que les négociations avec les Minotaures se passaient bien au début, mais pour une raison quelconque, Terius a commencé à tout refuser. Olmandra a continué d'essayer de conclure les négociations jour après jour, mais Terius n'arrêtait pas de dire non encore et encore. En plus de cela, il a essayé d'apporter un tas de déchets à jeter dans sa chambre. Terius fait beaucoup de bruit en se débattant dans sa chambre et Elmandra laisse simplement le reste à Donosuke. Notre garçon est terrifié alors que la bête géante continue de se débattre et il décide d'aller faire un tour. Il doute sérieusement de pouvoir même parler à Terius et il peut même entendre Omandra le rabaisser après son échec. Juste à ce moment-là, Donosuke se retrouve étrangement dans un bar. Il demande l'habituel et pense à quel point il est impossible de négocier avec quelqu'un qui ne veut pas. À ce moment-là, Donosuke réalise qu'il a déjà rencontré une situation similaire. Un client n'arrêtait pas de lui dire non et Donosuke était prêt à abandonner la négociation. Cependant, une fois qu'ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont finalement compris. Donosuke a maintenant une confiance retrouvée et s'assure qu'il peut arranger les choses. Nous voyons ensuite qu'Omandra fait son rapport au Seigneur Démon. Elle doute qu'un étranger puisse mener à bien les négociations, mais le Seigneur Démon donne plus de temps à Donosuke. Omandra va le voir, mais elle est choquée de trouver Donosuke en train de fouiller dans les ordures. Donosuke explique qu'il veut avoir une vraie conversation avec le Minotaure, mais Omandra pense que c'est impossible. La bête a une attitude exécrable et il n'a aucun intérêt à conclure un accord. Elle est choquée cependant quand Donosuke dit qu'elle abandonne trop tôt et que les négociations ne vont pas bien parce qu'il doit y avoir un malentendu quelque part. La seule façon de réconcilier les choses est d'établir un contact visuel avec l'autre personne tout en construisant une relation de confiance. Notre garçon dit avec confiance à Elmandra de le regarder pendant qu'il termine la négociation et elle est stupéfaite de voir sa transformation. Le lendemain, Elmandra fait irruption dans la pièce et est choquée de voir que c'est un désordre complet. Elle craint qu'il n'ait eu une bataille, mais Donosuke apparaît et elle le blâme d'avoir fait un tel désordre. Elle se demande où est Terius et Donosuke révèle qu'il est actuellement en train de conclure le pacte avec le Seigneur Démon. Olmandra est complètement confuse, alors Donosuke clarifie que les Minotaures et l'armée démoniaque seront enfin alliés. Olmandra refuse de croire que Donosuke a pu achever les négociations en une seule nuit, surtout parce que Terius a été si difficile tout ce temps.
Donosuke explique qu'il faut se connaître soi-même pour connaître son ennemi, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Il clarifie encore plus en soulignant comment la vieille Mandra pensait que Terius refusait les négociations. Elle pensait qu'il l'était parce qu'il n'arrêtait pas de dire non à tout. Donosuke explique que le Minotaure pensait en fait que les discussions se passaient bien. Ce qui a aidé Donosuke à comprendre le problème, c'est son expérience avec quelqu'un qui lui disait non encore et encore. Peu importe ce que Donosuke essayait, il ne pouvait pas convaincre ce patron d'entreprise d'accepter les négociations. Plus il discutait des détails, plus le gars devenait émotif. Ce n'est que lorsque Donosuke était prêt à abandonner que le gars a décidé de lui serrer la main. Il s'avère que le gars aimait juste avoir des conversations animées et voulait entendre autant de détails que possible. Dans certains pays et cultures, être émotif et passionné est une bonne chose. C'est de là que venait le malentendu. Quand Donosuke a regardé Terius dans les yeux et a vraiment discuté, il a tout découvert. Terius était juste passionné, mais Omandra l'a pris comme s'il voulait se battre. C'est pourquoi il s'est encore plus énervé quand elle a menacé de mettre fin aux négociations à cause de son comportement. De plus, c'est une courtoisie courante dans la tribu des Minotaures d'apporter du foin dans la pièce quand on y séjourne. Les gentils Minotaures font cela pour s'assurer qu'ils ne cassent pas le lit de la maison, puisqu'ils ont de si grands corps. Son foin a été pris pour des ordures, alors Terius a dû dormir par terre et il manquait de sommeil. Il était vraiment frustré, donc il ne pouvait pas exprimer ses sentiments d'une manière qu'Almandra comprenne. Almandra réalise qu'elle n'a pas fait l'effort de comprendre Terius, mais Terius prend aussi une partie du blâme. Les deux s'excusent mutuellement et Terius remercie Donosuke pour tout. Alors qu'ils se disent au revoir, le Seigneur Démon explique que la négociation réussie était grâce au talent de Donosuke, sa capacité à percevoir des choses que les gens ne remarqueraient normalement pas. Le Seigneur Démon dit que Donosuke a réussi le test et l'accueille comme nouveau membre des 4 généraux d'élite. La vieille Mandra ne doute plus de l'employer et le Seigneur Démon lui dit de tendre le bras. Le Seigneur Démon lui donne un bracelet et dit que cela servira de preuve qu'il est l'un des grands généraux. Le Seigneur Démon lui fait entièrement confiance et dit à Donosuke de faire ce qu'il pense être le mieux et de faire ce qu'il croit être juste. Après que Donosuke ait remercié le Seigneur Démon, Omandra lève son bras vers lui. Elle est furieuse quand il ne sait pas ce qu'elle fait, alors elle lui dit de lever son bras en retour. Donosuke le fait et les deux se disent formellement leur titre. Omandra explique que c'est ainsi que son clan accueille les nouveaux amis, mais elle redevient elle-même en lui disant qu'elle ne l'a pas encore pleinement reconnu. Les deux s'enfuient ensemble et le Seigneur Démon pense à la façon dont un groupe qui se complète mutuellement deviendra aussi plus fort ensemble. Malheureusement, son armée est encore immature et incomplète. Cependant, Donosuke sera leur lumière et sa clarté guidera l'armée afin qu'ils puissent vraiment briller. Plus tard, Donosuke n'arrive toujours pas à croire qu'il a été amené dans un nouveau monde, mais il est encore plus étonné d'avoir vraiment son propre bureau. Il a été amené dans un petit pays, mais la chaîne de commandement de l'armée du Seigneur Démon est bien organisée. Donosuke a beaucoup d'anxiété concernant sa situation, mais le Seigneur Démon a été le seul à l'avoir réellement reconnu. À cause de cela, Donosuke n'a d'autre choix que de faire de son mieux. Il va prendre l'air frais pour commencer sa journée, mais finit juste par recevoir une volée de chauves-souris terrifiante en pleine figure. Donosuke prévoit de prendre son nouveau travail très au sérieux, ce qui signifie se comporter avec une étiquette appropriée. Pour accomplir cela, il devra se présenter formellement aux autres généraux. Sylphide est la première sur la liste, mais on dit à Donosuke que Sylphide est absente depuis un certain temps maintenant. Son assistante Belinda dit qu'elle transmettra le message et ferme la porte à notre garçon. Donosuke refuse de se décourager, alors il passe au général suivant, mais Olmandra l'interrompt. Le Seigneur Démon l'a convoqué car il y a un nouvel ordre de travail. Cette fois, il s'agit d'une négociation de fusion avec la tribu des ogres. L'armée du Seigneur Démon est une force émergente, donc pour qu'ils soient à égalité avec les grandes puissances, ils doivent coopérer avec les demi-humains. Parmi les demi-humains de la région, la tribu des ogres est particulièrement influente. Ils ont une force militaire aussi puissante que celle des Seigneurs Démons et elle agit comme un leader pour les races environnantes. Cependant, à cause de cela, il se méfie de l'armée du Seigneur Démon. Une alliance serait très bénéfique pour le Seigneur Démon, mais les ogres pourraient aussi devenir des ennemis gênants. Le Seigneur Démon veut que Donosuke comprenne vraiment, alors il compare cela à une négociation de fusion avec une entreprise concurrente. Avant l'arrivée de Donosuke, il n'y avait personne d'adapté à cette tâche en raison de son importance. Cependant, le Seigneur Démon est certain que Donosuke est capable de cette tâche. Il ordonne à l'employé de démontrer sa capacité aux insensés afin qu'il puisse convaincre les ogres.
Donosuke est ravie quand Homandra propose de l'escorter, mais elle dit que c'est seulement parce qu'elle s'inquiète quand elle n'est pas avec lui. Avant de partir, Donosuke aimerait rencontrer Gnome, l'autre général. Gnome dirige les forces demi-humaines de l'armée du Seigneur Démon et elle pourrait avoir des informations précieuses, car les ogres sont aussi des demi-humains. Ulmandra refuse de l'accompagner et dit qu'elle doit de toute façon faire les préparatifs pour leur voyage. Dehors, Donosuke est étonné quand il voit un entraînement en cours. Gnome complimente ses troupes pour leur amélioration rapide et elle leur donne une pause. Donosuke n'arrive pas à croire à quel point les demi-humains sont organisés et il peut clairement voir à quel point leur morale est très élevée. Le fait que Gnome puisse commander un si grand groupe est aussi très impressionnant. Donosuke arrive enfin à se présenter et il explique que la tribu des ogres sera sa prochaine cible. Gnome explique que leur chef est un adversaire vraiment coriace en raison de sa bravoure et de son audace. Il est considéré comme un dictateur impitoyable, mais Gnome dit que Donosuke le verra bientôt par lui-même. Gnome prend un ton très sérieux en disant à Donosuke d'enlever quelque chose de son visage et ses subordonnés deviennent mal à l'aise quand un démon est à proximité. Donosuke n'a aucune idée de ce dont elle parle et est choquée de découvrir qu'une Almandra très en colère est derrière lui. Elle dit qu'elle s'inquiète pour lui mais se corrige rapidement pour dire que son derrière-lan prenait trop de temps. Gnome dit à Donosuke d'enlever encore cette chose de son visage, mais cela ne fait que faire se disputer les filles. Plus tard, Donosuke et Almandra sont invités à attendre la permission du chef ogre devant leur porte. Les tensions sont vives et Donosuke réalise que c'est exactement comme son emploi précédent. Il est clair que le jeu de la négociation a déjà commencé avant même d'arriver à la table. Donosuke explique à Homandra que déstabiliser l'autre partie en la faisant attendre est une tactique de négociation courante. Il est de la plus haute importance de rester calme, mais Homandra en a marre d'être manipulé. Juste à ce moment-là, les deux sont autorisés à entrer et Homandra dit à l'employé de ne pas baisser sa garde. Les ogres sont une race exceptionnelle et leur pouvoir est comparable à celui de l'armée démoniaque. Homandra lui rappelle que leur plus grande préoccupation sera le chef lui-même, nommé Ogur. Donosuke ne peut que se demander quel genre de bête est le chef et ils entrent dans sa chambre. Oguré a l'air redoutable et il interrompt l'introduction d'Homandra. L'ogre impoli la traite de garce et lui dit d'arrêter de jacasser autant. Il déclare que tant qu'il vivra, il ne lui permettra pas de parler, de répondre, de bouger ou de faire quoi que ce soit du tout. Homandra se tait et Donosuke est choqué de voir son ami colérique se retenir. Homandra est la prochaine à être choquée, cependant, car Ogur suppose qu'ils sont ici pour se rendre à son armée. Le chef au sang-froid accepte leur reddition, mais seulement s'il lui apporte la tête du Seigneur Démon. Homandra est prête à s'emporter contre ce type, mais Donosuke parvient juste à la calmer. Ogure continue avec ses suggestions insultantes, mais heureusement, Donosuke s'avance. Il remercie calmement Ogur et dit qu'ils prendront le temps de réfléchir à l'offre. Dehors, Homandra laisse éclater sa colère et insulte le chef. Donosuke essaie de la calmer et il explique que c'est ce que Ogur veut. Son but est de les mettre en colère pour que les négociations échouent là. Homandra est choqué par la prévoyance de Donosuke et il explique qu'Ogur n'a aucune intention de négocier. Il veut aussi éviter les conflits, alors il dit des choses antagonistes. De cette façon, si l'accord échoue, ce ne sera pas sa faute. Il pourra blâmer les négociateurs que le Seigneur Démon a envoyés et ne prendre aucun blâme lui-même. Donosuke révèle qu'il est tout aussi contrarié après avoir entendu à quel point Ogur était insultant envers leur armée, mais il sait que cela désavantagerait le Seigneur Démon s'il montrait sa frustration. Si les deux se trompent maintenant, alors l'ogresse pourrait l'utiliser comme excuse pour s'allier avec d'autres nations. Potentiellement, il pourrait même attaquer l'armée démoniaque. Il est clair qu'il n'y a pas de place pour les négociations en ce moment et essayer de les forcer pourrait nuire à la relation. Almandra s'excuse d'avoir perdu son sang-froid, mais Donosuke dit qu'il est content qu'elle ait été là. Si elle ne l'avait pas été, alors c'est lui qui aurait piqué une crise. Malheureusement, ils ne savent toujours pas comment gérer le refus d'Aguri de négocier. C'est alors que la jeune fille de tout à l'heure se présente comme la fille d'Oguri nommée Olulu. Almandra suppose qu'elle est là pour se battre, mais Olulu révèle qu'elle veut en fait faire descendre son père de son trône. Olulu les emmène chez un vendeur de nourriture et révèle que la tribu des ogres a rencontré de sérieux problèmes financiers. Leur tribu n'a plus l'influence qu'elle avait autrefois et certains de leurs membres ont même du mal à trouver de quoi se nourrir. Amanda est choquée de voir le véritable génie de notre jeune homme car il avait déjà pressenti que cela allait arriver. Il a réalisé que quelque chose n'allait pas quand il a vu que l'armure des gardes semblait délabrée et que le château était sombre et sans vie. C'est quelque chose qu'il avait déjà observé dans son ancien monde lorsque de grandes entreprises étaient en déclin.
Le style de gestion verticale, exercé par une seule personne, fonctionne bien car la chaîne de commandement est simple. Cependant, une fois qu'il se brise, il est difficile de le réparer. Alulu reconnaît que c'est exactement ce qui est en train de se produire. La seule façon de reconstruire la tribu défaillante est de s'appuyer sur l'armée des démons, mais Augur refuse d'écouter. Pour aggraver encore les choses, le chef est très malade. Il essaie de faire bonne figure, mais il n'est plus dans la fleur de l'âge. Ululu sait que les choses empireraient considérablement si son père venait à disparaître, alors elle souhaite désespérément que quelque chose soit fait. Danosuke, qui semble être un homme différent maintenant, explique que bien qu'Olulu ait eu de bonnes intentions, ses actions sont imparfaites. Il dit qu'un membre d'une organisation ne devrait pas parler si facilement des affaires internes. Danosuke la met en garde d'être plus prudente et Olulu le remercie de s'inquiéter pour elle. Bien sûr, Olmandra n'apprécie guère cette petite conversation et Ululu explique qu'elle n'a parlé à Danosuke que parce qu'elle sentait qu'il était digne de confiance. Ululu décide de se lancer, alors elle demande à Danosuke de l'épouser et de devenir le nouveau chef de la tribu des ogres. Cela rend Olmandra encore plus contrariée, mais Olmandra peut voir que Danosuke est le seul à pouvoir sauver leur tribu. Tout le monde dans le clan est têtu et fortement influencé par son père. Leur mariage est la seule solution, mais Olmandra dit qu'ils prendront un peu de temps pour y réfléchir. De retour chez lui, Danosuke pense à quel point son deuxième emploi est déjà un désordre. C'est alors qu'il se retrouve de nouveau au bar. Cette fois, Olmandra est là et elle se dispute avec tout le monde pour savoir quel est l'animal sauvage le plus fort. Elle pense que c'est le lion, mais le barman affirme que c'est le gorille. Les deux débattent longuement pour savoir lequel est le plus impressionnant, et Olmandra déclare qu'un groupe de lions appelé une fierté est ce qu'il y a de plus cool. Les mots groupe et fierté semblent donner une idée à Danosuke et il se retrouve de nouveau au château. Le fait d'être au bar lui a redonné confiance en lui et il déclare qu'il est temps de régler les comptes. Le lendemain matin, Olmandra est ravie d'apprendre que notre jeune homme a trouvé une solution. Elle se prépare à retourner auprès de la tribu des ogres, mais Danesuki révèle qu'ils iront ailleurs. Si tout se déroule selon son plan, le chef ogre lui-même sera celui qui mettra en place la négociation. Une semaine plus tard, Ogre, à la surprise générale, convoque nos deux héros pour les rencontrer. Danesuki fait semblant de ne rien savoir, mais Ogre lui dit d'arrêter de jouer la comédie. Il exige de savoir pourquoi les autres tribus viennent de rejoindre l'armée des démons, et notre jeune homme esquisse un sourire malicieux. Il s'avère que le plan de Danosuke était simplement de recruter les autres races en premier. Comme il l'avait pensé, les autres tribus étaient également en difficulté car elles dépendaient de la tribu des ogres avant qu'elle ne s'affaiblisse. À cause de cela, Danosuke a décidé de parler avec toutes les régions entourant la tribu des ogres. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Danosuke fait quelque chose de ce genre. Dans son ancien monde, il avait appris qu'essayer d'approcher une grande entreprise par la porte principale comme un idiot ne ferait que vous faire expulser. Au lieu de cela, il a d'abord approché les petites et moyennes entreprises, il leur a présenté son argumentaire de vente et les a convaincus d'acheter ses produits. Après avoir rencontré le succès là-bas, les grandes entreprises ont finalement commencé à acheter elles-mêmes. C'est parce qu'elles ne voulaient pas que les petites entreprises aient de nouveaux produits alors qu'elles-mêmes vendaient les anciens. Danosuke savait que faire rejoindre l'armée des démons aux tribus environnantes forcerait l'ogre orgueilleux à agir. La première partie du plan de Danosuke est un succès complet et il est maintenant temps de conclure l'affaire. Le chef exprime sa frustration en déclarant que cette zone est régie par la tribu des ogres. Il est complètement hors de lui et c'est exactement ce que Danosuke voulait. Augur devient de plus en plus émotif et moins logique. Danosuke explique que les négociations sont perdues par ceux qui perdent leur sang-froid en premier. Danosuke garde son calme et explique que le Seigneur Démon n'était pas le seul impliqué dans le recrutement des autres tribus. C'était aussi la tribu des ogres. Oguri est furieux car il n'a rien fait de tel, mais Danosuke révèle que c'était en fait grâce à Olulu. Elle a pris sur elle d'organiser des négociations avec les tribus environnantes. Augur ne peut pas comprendre, alors Olulu explique que leur priorité absolue devrait être la vie et l'avenir des demi-humains. La seule façon de sortir de tous leurs problèmes est de compter sur l'aide de l'armée des démons. Augur essaie de persister dans son entêtement, mais Olulu dit qu'elle l'a toujours admiré. Malheureusement, le chef ogre, autrefois invincible, est maintenant vieux et malade. Ils doivent donc accepter l'aide du Seigneur Démon. Danosuke peut voir qu'il hésite encore, alors il dit qu'au lieu que l'ogre soit le subordonné du Seigneur Démon, ils peuvent simplement former une alliance. Les deux sont pratiquement la même chose car le Seigneur Démon est un chef juste, mais Danesuki sait que la formulation est cruciale pour l'orgueilleux Augur. Le plan de Danesuki s'est déroulé parfaitement, alors Augur dit qu'il prendra un peu de temps pour examiner leur offre. Olmandra se demande si c'est vraiment une bonne chose, mais Danesuki peut dire qu'Augur connaît déjà sa réponse. Il a juste besoin de temps pour le dire.
Tout le monde part et Ogur est fier de voir à quel point sa fille a grandi. Quelques jours plus tard, Almandra informe Danosuke qu'Ogur a demandé à lui parler afin qu'il puisse finaliser l'accord. Elle voit que Danisuke est dépassé et il explique que le seigneur démon a émis un autre ordre. Il veut que Danisuke choisisse un subordonné direct, mais le salaryman ne sait pas qui choisir. Il ne peut pas tirer grand-chose des CV, alors Mandra suggère qu'il fasse simplement confiance à son intuition. Il souhaite pouvoir simplement mettre Mandra en conserve. Une pensée exaspérée, et elle dit timidement qu'ils viennent juste de se rencontrer. C'est alors que Lulu arrive en tant que représentante de la tribu des ogres, et elle remercie Donisuke d'avoir aidé les deux tribus à former une alliance. Depuis lors, son père a même délégué du travail aux personnes les plus capables de leur tribu. La tribu des ogres se porte beaucoup mieux maintenant, et elle propose de rembourser Danosuke de toutes les manières possibles. Danosuke a une idée brillante de la faire travailler pour lui, mais cela contrarie énormément Olmandra. Olulu accepte joyeusement, mais cela pousse Olmandra à appeler Danosuke sa rivale, et elle dit qu'elle n'a aucune intention d'être amie avec lui. Danosuke est au moins satisfait de voir que l'armée du Seigneur Démon s'est considérablement étendue après tout son travail, mais tout n'est pas rose. Avec chaque grand succès, il y a toujours un risque qui l'accompagne. Plus tard, Olu dit à Danosuke qu'elle a déjà terminé la première tâche qu'il lui avait confiée. Elle a achevé les négociations avec une tribu d'hommes-ours et elle a utilisé la stratégie que Danosuke lui avait enseignée. C'est alors qu'elle révèle qu'il va recevoir une distinction pour service rendu pour l'alliance avec la tribu des ogres. C'est un événement important et il y aura même une cérémonie de remise de prix. Danosuke n'avait jamais reçu de récompense auparavant et il imagine à quel point ce serait agréable. Ses rêves délirants sont interrompus par Almandra qui a apporté le déjeuner. La soupe n'est pas terrible cependant car elle est faite d'une céréale appelée Jim que Danosuke n'apprécie pas beaucoup. Grâce à Olulu qui a repris une partie de son travail, Danosuke a eu plus de temps pour en apprendre davantage sur ce nouveau monde. Cette bouillie de Jim aqueuse qui ne lui est pas très appétissante est en fait l'aliment de base de l'armée des démons. Danosuke souhaite discrètement pouvoir manger de la viande pour une fois et Omandra l'entend d'une manière ou d'une autre. Elle déclare qu'il est temps d'aller chasser, mais Danosuke est choqué qu'ils aillent chercher eux-mêmes la viande qu'ils désiraient. Dans la forêt, Danosuke est horrifié à l'idée de devoir trouver une bête magique. Olmandra a reçu des rapports concernant la présence de bêtes dans cette zone et le fait que 5 orques qui y vivent ont été dévorés. Clairement, Danosuke n'est pas préparé à cela. Mais Olmandra lui rappelle la loi de la nature dans ce monde. C'est-à-dire que les faibles sont simplement dévorés. Normalement, les orques de la région sont capables de gérer les choses seuls, mais ils doivent maintenant les aider car la bête est trop forte. Danesuki se rappelle que les démons mangent de la bouillie aqueuse parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer de la nourriture. Cela, combiné au fait de devoir affronter des bêtes magiques, montre clairement que ce monde a plus de problèmes qu'il ne l'avait imaginé. C'est alors qu'Omandra trouve les précieux champignons que les orques cueillaient lorsqu'ils ont été attaqués. Son plan est d'attendre près d'eux jusqu'à ce que la bête apparaisse, mais ils n'ont pas à attendre longtemps. Le sanglier infernal surgit et Danosuke est terrifié par les sons étranges qu'il émet. Almandra explique que c'est un avertissement et elle dit à son garçon de rester en arrière. Almandra assène un coup de pied dévastateur à la bête et Danosuke peut dire qu'elle est une combattante expérimentée. La bête devient enragée et lance un tas de rochers sur Almandra et Danosuke est horrifié de voir à quel point c'est une force de la nature. Il reconnaît qu'Almandra est elle-même incroyable pour avoir esquivé l'attaque de la bête, mais il sait qu'il lui manque quelque chose de très important. Son style d'attaque serait excellent lors d'un raid de donjon, mais leur objectif actuel est de chasser pour se nourrir. Ce qui lui manque, c'est la capacité d'infliger des blessures mortelles. Ce sanglier est une machine à tuer, naturellement armée de cornes robustes, de griffes acérées et de crocs puissants. Les humanoïdes, cependant, n'ont rien de tout cela et sont faibles en comparaison. Leur capacité à tuer est très faible, c'est pourquoi ils ont créé toutes sortes d'armes. Ils ont cherché au-delà d'eux-mêmes la capacité de tuer qui leur manquait. Il était certain qu'Almandra avait dû le réaliser aussi, alors il ne comprend pas pourquoi elle n'a pas apporté d'armes. Heureusement, Almandra réalise que sa force brute ne fonctionne pas et qu'il est temps de vraiment commencer à essayer. Danosuke est comme perdu dans un labyrinthe quand Almandra renforce son corps et se transforme. Elle explique que le sort qu'elle vient d'utiliser met du temps à se dissiper, alors elle n'aime pas trop l'utiliser. On ne peut rien y faire, alors elle dit à la bête de l'attaquer. Le sanglier s'exécute, mais Danosuke est stupéfait quand elle l'arrête net. Elle sait qu'elle doit être prudente, sinon elle pourrait lui ouvrir l'estomac, le rendant immangeable. À cause de cela, elle fait un mouvement incroyable où elle lui brise le cou tout en le maintenant en l'air. Le sanglier est complètement vaincu et Danosuke est stupéfait de voir ce que les démons peuvent vraiment faire. Omandra déclare qu'il est temps de festoyer, mais Danosuke n'a pas beaucoup d'appétit après ce qu'il vient de voir.
Plus tard, les orques remercient Omandra et elle leur dit qu'ils festoieront tous ensemble. Danosuke n'arrive pas à croire qu'ils soient aussi heureux de manger une bête qui leur ressemble un peu, et l'un des orques a déjà commencé à dépecer la bête. Danosuke est impressionné qu'Omandra sache aussi cuisiner, et elle prévoit de lui montrer le meilleur plat de viande de la nation. Tout ce que Danosuke a mangé depuis son arrivée dans ce monde a été de la bouillie de gin, alors il a hâte de manger de la viande. La fille démon explique qu'elle va le cuire sur une flamme nue, alors Danosuke l'imagine utilisant un grill. Ce n'est pas du tout ce qu'elle avait en tête cependant, car elle le cuit simplement avec une boule de feu. Cela n'a pas l'air appétissant du tout, et pour Danosuke, cela ressemble plus à un mystérieux objet brûlé. Amanda insiste pour qu'il y goûte, et Danosuke est horrifié par le goût absolument terrible. L'amertume et l'âpreté se sont répandus dans toute sa bouche dès l'instant où il l'a mordu. Les jus de viande gras ont coulé et se sont accrochés à l'intérieur de sa bouche. Danosuke trouve un four qu'ils peuvent utiliser, mais Omandra dit qu'il n'y a pas assez de sel pour améliorer la saveur de la viande. Choc culturel a une excellente idée et dit à tout le monde de lui laisser la cuisine. Il explique qu'il n'aura pas besoin de trop de sel et tout ce dont il a besoin, ce sont quelques champignons comestibles. Quelque temps plus tard, Danosuke révèle que sa brochette de sanglier grillé et sa soupe de sanglier aux champignons sont enfin prêtes. Amanda est la première à y goûter et c'est tellement bon que cela déchire tous ses vêtements en morceaux. Heureusement, cela n'a pas le même effet sur les orques, mais ils conviennent que c'est délicieux. Ils n'arrivent jamais à rendre la viande de sanglier aussi parfaite, alors Danosuke leur enseigne sa méthode. Il explique que la viande de sanglier a un goût fort, il est donc important de la faire tremper dans l'eau et d'en laver le sang. Elle contient aussi beaucoup de gras, alors il la cuite lentement et à l'écart de la flamme pour éviter de la brûler et d'enlever l'excès de gras. Il a ensuite réduit encore plus le goût fort de la soupe en raccourcissant le temps de cuisson. Omanager se demande si être un si bon cuisinier est quelque chose dont un général démon devrait être fier, mais Danosuke pense que oui. On dit que l'on peut juger de la richesse ou de la pauvreté d'une nation en observant ses habitudes alimentaires. Avoir beaucoup de ressources facilite l'expérimentation par essai et erreur, et naturellement, cela mène à l'acquisition de connaissances. Elmandra est insulté, il dit que leur nation manque de connaissances parce qu'ils sont pauvres, cependant elle dit qu'il a raison. Comparé aux puissances environnantes, leur nation est petite et faible à tel point que leur peuple n'a pas assez à manger. Omandra est déterminé à changer cela, cependant, car c'est le rôle des généraux d'élite. Danosuke est entièrement d'accord avec elle et Omandra n'arrive pas à croire qu'il les fait réfléchir à toutes ces choses juste avec un seul repas. Ils se préparent à rentrer chez eux dans l'obscurité et Omandra leur montre la source de lumière qu'ils utiliseront. Elle explique que la magie est inaccessible aux demi-humains et utilisable uniquement par les démons. Danosuke se souvient comment tous les demi-humains s'entraînaient au combat et réalise que c'était parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie. Danosuke se demande si Sylphide est un démon ou un demi-humain, mais Omandra ne le sait pas vraiment. Elle est cependant connue comme l'archimage des tempêtes, alors Omandra suppose qu'elle doit être un démon. Pour une raison quelconque, Sylphide n'assiste jamais aux réunions des 4 élites et elle est la seule à les rejoindre à distance. Alors qu'ils rentrent chez eux, Danosuke est impressionné par sa magie, mais il se souvient qu'elle avait dit que c'était peu pratique. Elle change son corps en utilisant la magie, mais le temps pour revenir à la normale est un inconvénient. Le génial Danosuke explique qu'il serait plus efficace de s'équiper d'armes dès le départ. Comme en cuisine, démarrer un four à l'avance aidera à empêcher les aliments de brûler. Danosuke ajoute qu'il serait également plus judicieux de remplacer ses vêtements légers et révélateurs par une armure plus protectrice. Cela s'avère être la mauvaise chose à dire, cependant, car Elmandra devient très sérieuse. Danosuke a peut-être raison, mais elle est profondément offensée. Sans explication, elle dit que Danosuke restera ici et retournera au château du démon le matin avec une escorte d'orques. Danosuke ne peut pas comprendre pourquoi, mais elle dit simplement qu'après avoir gagné une partie de sa confiance, il a fini par la décevoir. Comme elle s'y attendait au début, Danosuke n'est vraiment qu'un humain d'un autre monde après tout. Sa pensée efficace est simplement incompatible avec les démons. Olmandra s'en va, mais notre jeune homme ne comprend toujours pas ce qu'il a fait de mal. Danosuke décide qu'il doit courir après elle pour pouvoir s'excuser. Malheureusement, des bruits assez terrifiants proviennent de la forêt. Alors il décide de fuir pour sauver sa vie à la place. Le lendemain, le seigneur démon félicite Danosuke pour un travail bien fait. Il se demande pourquoi ces deux généraux reviennent séparément et Danosuke s'écrie qu'il n'est pas apte à être un général d'élite. Il s'excuse abondamment et dit qu'un général d'élite qui perturbe les relations entre collègues est inapte à servir. Il veut assumer l'entière responsabilité et prévoit de le faire en quittant son poste. Le seigneur démon n'est cependant pas dérangé et dit simplement à Danosuke de arranger les choses avec la fille démon. Dehors, Danosuke essaie de réfléchir à ce qu'il a fait de mal. Son seul indice est qu'elle a mentionné que la pensée efficace est incompatible avec les démons.
Jusqu'à présent, Danosuke a vu deux espèces dans ce monde, les démons et les demi-humains. Avant de venir ici, Danosuke avait l'impression que les démons étaient intellectuels et que les demi-humains comme les orques étaient sauvages. Cependant, dans ce monde, c'est l'inverse, cela est évident par la façon dont les démons exposent plus de peau et sont bien plus sauvages. La tenue vestimentaire reflète beaucoup de choses comme l'époque, la culture et même une façon de penser. Danosuke se demande quel est son processus de pensée et le relie à la fierté qu'elle avait envers sa magie. Danosuke cherche désespérément la réponse dans un livre d'histoire et la trouve. Il s'avère que pour les démons, un corps magnifiquement entraîné est une source de fierté. C'est parce qu'un corps fort est nécessaire pour augmenter sa puissance magique. Plus ils deviennent forts, plus ils ont de puissance magique. Danosuke réalise que c'est pourquoi les démons portent des vêtements légers et révélateurs. C'est pour montrer leur puissance magique et leur fierté. Il est horrifié quand il réalise où il s'est trompé. En lui disant de se couvrir avec plus d'armure, il rejetait en fait ce qu'elle est en tant que démon. C'était une totale incompréhension culturelle et c'est quelque chose qu'il aurait dû se rappeler en traitant avec Terius. Danosuke a réalisé la vérité de ce monde, mais il n'a aucune idée de la façon dont il va réconcilier les choses avec Almandra. Ailleurs, Lulu est effrayée par quelque chose et elle craint que ce ne soit un dieu maléfique, mais ce n'est en fait qu'une Almandra très contrariée. Omandra s'écrit que Danosuke la déteste et elle ne sait pas quoi faire. Elle pleure dans les bras d'Ululu et dit que Danosuke n'a pas complimenté son physique sculpté. Ululu la calme et explique que les valeurs de Danosuke sont simplement différentes des leurs. Il ne pense pas qu'exposer sa peau soit une bonne chose, mais Omandra dit que c'est ridicule. Cela la fait se demander ce qu'il pense d'elle, et Olulu dit que c'est simple, il doit penser qu'elle est accro au développement de l'intrigue. Omandra est choquée et elle réalise que toutes les façons dont elle a essayé de se montrer jusqu'à présent se sont en fait retournées contre elle. Elle ne supporte pas d'avoir fait une si grosse erreur et elle se tourne vers Ululu pour des conseils. Ululu explique que Danezuki lui a en fait dit quelque chose le jour où elle a commencé à travailler pour lui. Il a dit qu'il aimerait qu'elle se conduise librement et ne craigne pas les erreurs. Elle avait tendance à trop s'inquiéter, alors il voulait juste qu'elle travaille librement et lui parle de tout. Cela lui a fait réaliser qu'elle pouvait lui faire confiance, et Almandra aussi. De retour au bar mystérieux, Danosuke savoure un repas parfait. Il n'en a jamais assez et leur chef explique que c'est fait maison. Danosuke ne l'avait jamais vu sourire auparavant, mais cela fait germer une idée dans sa tête. Il a décidé qu'il n'était pas nécessaire de trop y réfléchir. Il est important de comprendre la culture de l'autre personne, mais il y a quelque chose d'autre de plus important. Nos deux héros se précipitent pour se retrouver et ils y parviennent enfin. Danosuke a réalisé que la chose la plus importante est de transmettre honnêtement ses sentiments. Danosuke ne perd pas de temps. Danosuke s'excuse d'avoir insulté sa culture et Amanda incroyable est qu'il ait fait des recherches. Omandra hurle qu'elle n'est pas s'excuse d'avoir tenté de lui imposer ses propres standards et qu'elle voulait. Les deux ont beaucoup appris l'un sur l'autre et Danosuke se demande si cela ferait d'eux de solides partenaires. Amanda est troublée et pense qu'il pourrait être un vocabulaire limite détourné pour lui avouer ses sentiments. Danosuke est simplement ravi que les choses soient clarifiées afin qu'ils puissent continuer à travailler ensemble. Plus tard, lors de la cérémonie de remise des prix, le Seigneur Démon félicite Danosuke, son manager étranger, pour avoir grandement renforcé son armée grâce à toutes les alliances. Cela ne fait que peu de temps, mais Danosuke a déjà accompli tant de choses. En reconnaissance de son succès, le Seigneur Démon lui offre une pierre magique. Danosuke est honoré, mais il explique qu'il n'aurait pas pu atteindre un tel succès tout seul. Olmandra hurle alors sous le choc tandis qu'il se tourne vers elle et Danosuke déclare que le joyau leur appartient à tous les deux. Il se demande si elle l'acceptera, mais Olmandra, de manière choquante, le traite d'idiot. Ululu est déçu par ce qu'elle observe car il est clair que Danosuke n'est pas au courant. Pour les démons, un homme offrant une pierre magique à une femme, c'est une proposition de mariage. Omandra continue de s'énerver, souhaitant que Danosuke se montre un peu plus romantique en ce moment. Danosuke, quant à lui, est complètement ignorant de la situation. Ailleurs, une personne mystérieuse les observe. Pour une raison quelconque, elle semble ravie de voir que Danosuke s'est bien intégré à l'armée du Seigneur Démon malgré son incompétence. Plus tard, Danosuke est convoqué par le Seigneur Démon. L'atmosphère est très sérieuse, alors Danosuke se demande s'il a fait quelque chose de mal. Avant même que le Seigneur Démon ne puisse prononcer un mot, Danosuke s'excuse. Il est sûr d'être inapte à être un général démon, mais il supplie qu'on lui donne une autre chance. Le Seigneur Démon le calme et lui explique que le manque de confiance de Danosuke est un défaut. Le démon est en fait très satisfait de sa performance et Danosuke pense à quel point il apprécie son nouveau patron. Le démon l'a convoqué aujourd'hui parce qu'il veut connaître l'opinion de Danosuke sur la relation entre les démons et les demi-humains.
Danosuke a appris qu'il existe une grande disparité entre eux. Les démons ont un énorme avantage car seuls eux peuvent utiliser la magie et cela semble faire en sorte que les demi-humains se sentent inférieurs. Le Seigneur Démon dit qu'il a tout à fait raison. Le problème sous-jacent est que seules quelques espèces peuvent utiliser la magie. Pour cette raison, la tâche la plus récente et apparemment impossible de Danosuke est de trouver un moyen pour que n'importe qui puisse utiliser la magie. Cela résoudrait le sentiment d'infériorité des demi-humains, mais Danosuke souligne qu'il ne peut même pas utiliser la magie lui-même. La solution à cela sont les pierres magiques, comme celle que Danosuke a reçue en récompense. Le Seigneur Démon lui en donne une autre, mais celle-ci est vierge et il permet à Danosuke de décider comment l'utiliser. Il révèle également qu'il lui assignera une chercheuse en magie et ce sera Sylphide, l'archimage des tempêtes. Le Seigneur Démon a déjà tout arrangé, mais il avertit Danosuke de ne pas prendre cette formidable mage à la légère. Non loin de là, nous voyons qu'Almandra l'observe. Elle regarde ce que Danosuke lui a donné et elle suppose qu'il doit vouloir s'installer définitivement avec elle. Danosuke fixe la pierre magique et réfléchit à la façon dont elles sont une puissance magique compressée et cristallisée, façonnée par les démons. L'incroyable pouvoir magique qu'elles contiennent peut être utilisé comme une ressource externe. Olulu souligne qu'il a fait beaucoup d'heures supplémentaires récemment, alors elle lui recommande de partir tôt aujourd'hui. Il lui demande si les pierres magiques pourraient permettre aux demi-humains d'utiliser le pouvoir magique, tout comme les démons, et Yulu pense que c'est possible. Cependant, elle dit qu'utiliser la magie demande de l'habileté et que le simple fait d'avoir du pouvoir n'est pas utile en soi. Cela fait réaliser à Danosuke qu'il devra entreprendre de très sérieuses recherches magiques. Pour ce faire, il devra surmonter sa peur et rendre visite à Sylphide. Quand il arrive dans sa chambre, Belinda était là encore, mais elle n'a aucune idée de qui il est. Danosuke lui rappelle qu'il est l'un des 4 grands et explique qu'il est ici sur ordre du Seigneur Démon. Belinda s'excuse car Sylphide n'est pas là, mais Danosuke dit que le Seigneur Démon a programmé cette réunion pour eux. Belinda refuse de se répéter et demande simplement à Danosuke de partir. Danosuke ne peut vraiment rien y faire, alors elle lui dit au revoir, mais il l'empêche de fermer la porte. Il est incapable de parler avec Sylphide, alors il demande à parler avec Belinda à la place. Non loin de là, Omandra continue de le traquer et elle est horrifiée de le voir entrer seul dans une pièce avec une autre femme. Belinda est occupée, alors elle demande à Danosuke de faire vite. Danosuke dit poliment qu'il veut juste confirmer quelque chose et il choque Belinda quand il conclut qu'elle est en fait égoïste. Belinda le nie bien sûr, mais notre garçon explique pourquoi il le croit. La première chose qu'il a mis sur la piste, ce sont ses lunettes. Les démons considèrent le corps physique avant tout, il n'est donc pas logique qu'un d'entre eux dépende de quelque chose comme des lunettes. Cela signifie que ces lunettes doivent être fausses et font simplement partie de son déguisement. Deuxièmement, le nom Belinda ne figure pas sur l'organigramme de l'armée démoniaque. Sa dernière raison est que le Seigneur Démon lui a dit que Sylphide aime porter des déguisements pour éviter le travail. Toutes ces preuves ne lui laisseront pas d'autre choix que d'admettre qu'elle est Sylphide. Cette fille est sérieusement paresseuse car elle porte des déguisements pour ne pas se voir confier des tonnes de travail. Malheureusement, la visite de Danosuke a un rapport avec le travail, mais elle, bien sûr, ne veut pas s'y atteler. Le Seigneur suprême lui a déjà dit qu'elle aiderait Danosuke à fabriquer des outils magiques, mais elle ne veut pas fabriquer quelque chose qui existe déjà. Danasuki est choquée et elle lui offre de lui montrer quelque chose de spécial pour avoir percé son déguisement. Sylphage lui montre un objet spécial fait de minerais, facilement pénétré par le pouvoir magique et incrusté de pierres magiques. La magie y est tissée et elle confère l'utilisation de nombreux sorts. Elle permet aux magiciens d'utiliser la magie et elle l'a créée après des années de recherche. Cela résout tout, alors Danosuke dit qu'il devrait Kandru commencer à la produire en masse immédiatement. C'est là que le problème surgit car Sylphide révèle qu'il a coûté 10 000 d'or pour fabriquer un seul exemplaire. Danosuke essaie de faire les calculs mais c'est sans espoir. Les pierres magiques sont déjà assez rares. Mais cet appareil magique utilise des quantités énormes de pierres de la plus haute qualité. Sylphide se moque de lui en l'encourageant à le produire en masse car elle sait qu'il n'aura jamais le budget pour cela. Cela fait réaliser à Danosuke que le Seigneur Démon savait tout depuis le début et que le vrai travail de Danosuke est de trouver un moyen de produire l'appareil en masse. Sylphide dit qu'elle ne l'aidera pas avec de l'argent même s'il se tient sur la tête. Se tenir sur la tête fait penser à Danosuke à être à l'envers, ce qui le conduit à conclure qu'il devrait utiliser la pensée inversée. Il souligne que l'appareil utilise plusieurs pierres magiques, il peut accorder l'utilisation de plusieurs sorts, mais il a une meilleure idée, ils peuvent donc fabriquer un objet qui n'accorde l'utilisation que d'un seul sort. Danosuke pense que ce serait un bon moyen de faire une percée en le comparant à son ancien monde. De nouveaux produits peuvent être créés en supprimant des fonctions plutôt qu'en en ajoutant.
L'esprit de Sylphide s'emballe car des pierres magiques de faible qualité peuvent être utilisées pour un seul sort et cela réduirait considérablement le coût. Sylphide est très impressionnée par notre garçon car elle n'a jamais vu personne penser comme lui. Danosuke lui donne la pierre magique que le Seigneur Démon lui a offerte afin qu'il puisse l'utiliser comme prototype. Et elle accepte de travailler avec lui. Sylphide révèle alors une porte cachée et elle déclare qu'elle restera éveillée toute la nuit pour fabriquer un nouvel appareil magique. Elle dit que Danosuke la rejoindra et elle le traîne dans son repère secret. Devant sa chambre, Momandra n'arrive pas à croire que Danosuke prenne autant de temps. Elle craint ce qu'un homme et une femme pourraient bien faire enfermer seuls dans une pièce et elle exige d'entrer immédiatement. Le lendemain matin, nous voyons que Danosuke est en très mauvais état. Il ne croyait pas vraiment que Sylphide le ferait veiller toute la nuit pour l'aider. La bonne nouvelle, cependant, est qu'ils ont réussi. Sylphide s'est étonnée elle-même car il ne lui a fallu qu'une seule nuit pour concrétiser son idée. Elle se demande si elle est un génie et elle nomme l'appareil Rosemarin. En limitant le nombre de sorts utilisables à un seul, ils réduisent drastiquement le coût. Ils pourront les produire en masse facilement, mais il faut d'abord les tester. Elle déclare que Danosuke sera le sujet de test, mais il a désespérément besoin d'une pause. Sylphide lui donne 1 heure, alors il prévoit de manger et de faire une sieste. Malheureusement, la seconde où il ouvre la porte, Olmandra fait irruption et l'assomme. Sylphide lui dit de se calmer, mais elles sont interrompues par Olulu. C'est une urgence car elle révèle que plusieurs villes sont attaquées par une horde d'oiseaux empreintes monstrueux. Danosuke n'en a jamais entendu parler, alors les filles expliquent que ce sont des oiseaux féroces, massifs et qui ne volent pas. Ils causent beaucoup de chaos, alors le Seigneur Démon leur a ordonné d'exterminer les monstres. Omandra est la plus forte combattante, alors les filles l'entraînent car elles devront se rendre dans au moins 3 villages. Amanda ne veut pas y aller, mais Sylphide y voit une occasion parfaite de tester un nouvel appareil magique. Elle emmène Danosuke sur le terrain d'essai idéal, mais il lui rappelle qu'ils sont là sur ordre pour exterminer les monstres. Sylphide le sait et elle règle l'appareil pour accorder l'utilisation du simple sort de feu. Elle dit à Danosuke de se dépêcher de le tester et qu'il n'y a rien à craindre. Elle a déjà effectué une analyse de sécurité sur l'appareil et si quelque chose tourne mal, il ne perdra qu'une main. Danosuke se prépare à l'utiliser et Sylphide explique que le son qu'il émet n'est que le son d'activation. Sylphide lui demande d'imaginer que la pierre fait partie de son corps et de rassembler le pouvoir qui circule dans sa main droite. Il lui suffit d'accepter que c'est naturel, comme retenir sa respiration. Danosuke parvient à lancer une boule de feu et il est choqué de pouvoir, lui aussi, utiliser la magie. Ce n'est que la première partie du test cependant, car Sylphide veut maintenant qu'il entre en combat avec les oiseaux empreintes. Bien sûr, Danosuke est horrifié car il n'a jamais été au combat auparavant, mais Sylphide lui dit de se dépêcher de lancer le sort avant de se faire piétiner. Danosuke s'étonne lui-même lorsqu'il réussit une attaque, mais la bataille n'est pas terminée. Il déchaîne un barrage de boules de feu et est extatique de voir qu'avec son appareil magique, même lui, si impuissant, peut être utile au combat. Juste à ce moment-là, l'appareil s'éteint et Danosuke est sur le point d'être éliminé. Sylphide le protège au dernier moment, alors il se prépare à repasser à l'offensive. Malheureusement, il ne peut activer l'appareil pour une raison et Sylphide doit le protéger à nouveau. Il s'avère que l'appareil a surchargé et est complètement grillé. Il semble qu'une pierre de faible qualité ne fonctionnera finalement pas. Ils ont réussi à repousser les monstres, mais Sylphide déclare leur expérience comme un échec. Plus tard, les habitants cuisinent certains des oiseaux qui ont été vaincus. Danosuke pensait que tous les demi-humains étaient physiquement forts, alors il est surpris de voir qu'il y en a de minuscules. Sylphide explique qu'ils sont aussi assez faibles. Ils vivent une existence modeste, mais ils sont toujours joyeux et gentils. Juste à ce moment-là, Sylphide repense à pourquoi elle a décidé de fabriquer des objets magiques. Elle a quitté sa maison quand elle était jeune et des demi-humains l'ont aidée pendant qu'elle errait. Ils ne pouvaient pas utiliser la magie et vivaient dans la pauvreté, alors elle a commencé à développer des objets magiques parce qu'elle voulait vraiment les aider. Malheureusement, quand elle est devenue très occupée par le travail, elle a oublié ce sentiment. Elle a perdu de vue le sens de sa recherche, mais maintenant elle est remotivée. Elle explique que les chercheurs veulent vraiment et sincèrement sauver les faibles, alors les deux doivent absolument s'assurer que leur plan réussisse. Heureusement pour eux, ils auront une autre chance car les oiseaux reviendront sûrement. La question est de savoir comment ils pourront exterminer les monstres sans épuiser les pierres de faible qualité. Jasta et Danosuke se retrouvent à nouveau au bar. Elmandra est là, en train de se saouler, mais Danosuke souhaite qu'elle savoure plus sa boisson. Danosuke se régale de délicieux abats, mais il pense à la façon dont il les jetait autrefois, quand leur saveur n'était pas bien connue. Cela sert de rappel car selon la façon dont on les utilise, même des choses qui semblent inutiles au début peuvent être précieuses.
Cela lui donne une idée, alors quand il revient, il demande à Sylphide si elle peut fabriquer 10 rosemarins supplémentaires ce soir. Elle peut les fabriquer, mais dit qu'elle n'a pas l'équipement nécessaire pour les améliorer. Étonnamment, Danosuke dit qu'ils n'ont pas besoin d'être améliorés car ils sont très bien tels quels. Danosuke prononce alors sa phrase fétiche en déclarant qu'il est temps de régler les comptes. Le lendemain, Danosuke attend l'armée d'oiseaux et dit à Sylphide d'être témoin de sa percée. D'un claquement de doigts, Danosuke active les 10 rosemarins dispersés sur le champ de bataille et les oiseaux s'arrêtent sans raison apparente. Les rosemarins font un bruit lorsqu'ils s'activent et Danosuke a remarqué que les oiseaux n'aimaient pas cela pendant leur expérience. Grâce à ce bruit, ils parviennent à faire fuir les oiseaux. Le meilleur, c'est que produire ce son ne consomme pratiquement aucune énergie de la pierre magique. Les bêtes nuisibles peuvent être repoussées sans même utiliser de magie, et les pierres magiques peuvent être utilisées pendant de longues périodes sans être consommées. C'est un objet magique qui répond aux exigences de coût et d'efficacité. Il est si efficace qu'il peut repousser même les sangliers infernaux et les loups. La distribution de l'appareil aux autres villages réduira sûrement les dommages liés aux bêtes et entraînera une augmentation des récoltes. Danosuke termine sa présentation au Seigneur Démon, et celui-ci est très impressionné. Le problème des monstres a été résolu grâce à leur excellent travail d'équipe, aux capacités de recherche de Sylphide et à la créativité de Danosuke. Le Seigneur Démon est si satisfait qu'il ordonne que le rosemarin soit produit en masse et distribué immédiatement au village. Plus tard, Danosuke remercie Sylphide pour son aide, mais elle dit que ce n'est pas utile. Danosuke l'a aidé à faire avancer sa recherche, mais surtout, il lui a rappelé le véritable but de son travail. Sylphide le remercie et elle promet de l'aider en retour, mais seulement si elle a le temps. Avant de partir, Sylphide donne à Danosuke un appareil magique. Il est conçu pour le combat et il lui permettra d'utiliser la magie du feu. Elle a amélioré ce modèle afin qu'il puisse tirer 30 coups au lieu de seulement 10. Danosuke est stupéfait qu'elle ait eu le temps de le fabriquer, mais elle lui rappelle qu'elle est un génie. Danosuke retourne ensuite faire des heures supplémentaires, mais Omandra l'assomme une fois de plus. Elle est furieuse contre lui de l'avoir laissé se faire de fausses idées sur lui et Sylphide, mais elle lui pardonne après s'être souvenue de ce qu'il lui a offert. Omandra voit qu'il est inconscient pour une raison quelconque et elle jure de se venger de Sylphide pour lui avoir fait cela. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.